Vous êtes-vous déjà senti étranger chez vous? Imaginez être mis à l'écart pendant des années par un beau-père froid, et voir votre mère revenir soudainement, désespérée, vous supplier de la sauver de la prison. Au cœur de la nuit, un message apparaît sur votre écran de la part de la personne dont vous pensiez ne plus jamais entendre parler. Fils, j'ai besoin de toi. Toutes les émotions enfouies, les souvenirs d'enfance brisés, les larmes silencieuses de votre mère et les regards durs de Rick reviennent comme une tempête. Quand on a perdu sa chambre, sa famille et sa confiance, le pardon a-t-il encore un sens, ou n'est-ce qu'une nouvelle blessure à l'orgueil? Que feriez-vous si la mère qui vous a abandonné revenait soudainement, utilisant votre amour et votre gentillesse pour dissimuler ses erreurs les plus sombres? L'histoire d'aujourd'hui parle de la frontière ténue entre la famille, la douleur et la trahison. Prêt à plonger? Laissez un commentaire pour nous indiquer d'où vous regardez, et commençons ensemble ce drame inédit. C'est étrange, la façon dont certains souvenirs persistent, refusant de s'estomper, comme le froid qui colle à la peau longtemps après avoir quitté la neige. Je me souviens des petits matins où le monde semblait encore sûr. Juste moi, ma mère, et la lumière dorée qui se répandait dans notre cuisine exiguë. Elle chantait doucement en retournant des crêpes, et je croyais juste l'espace de ces instants que nous étions indestructibles. Mais derrière ces matins ordinaires, des ombres se sont rassemblées. Je n'avais que 5 ans lorsque les disputes de mes parents ont commencé à couvrir le bruit des dessins animés. Le divorce en lui-même n'a pas été une surprise. Ce qui m'a brisé, c'est la façon dont les reproches semblaient s'immiscer dans tous les recoins de nos vies. Mes grands-parents choisissant leur camp, les voisins chuchotant derrière des portes à moitié closes. Ma mère affichait un visage courageux, mais je voyais l'épuisement se lire dans ses yeux chaque soir, après avoir fait des doubles journées justes pour nous maintenir à flot. Les visites chez mon père, l'architecte, sont devenues ma bouée de sauvetage. Les journées où nous nous échappions sur des chantiers ou construisions des maquettes d'avions dans son petit appartement. Il me promettait, on trouvera toujours une solution, mon petit. De retour à la maison, cependant, la solitude s'est installée. Ma mère était mon point d'ancrage, mais elle s'éloignait peu à peu, perdue dans ses soucis d'adulte et ses larmes silencieuses qu'elle pensait que je ne voyais pas. Lorsque Rick est entré dans notre monde, tout a changé. Il arrivait avec un charme forcé. Il offrait des cadeaux, lançait des blagues qui n'avaient jamais vraiment porté leurs fruits. Au début, ma mère souriait davantage. Il y avait même de rares soirées de rire au dîner, avec Rick préparant son chili, mondialement célèbre, et ma mère prétendant qu'il n'était pas trop salé. Mais bientôt, ce rire a fait place à une nouvelle forme de tension. Rick, imposant et opiniâtre, trouvait le moyen de me rabaisser sans jamais hausser le ton. Soudain, j'avais l'impression d'être une intruse chez moi. Les conversations se faisaient plus brèves. Ma mère a commencé à cacher ses poignets meurtris sous de longs cardigans, affirmant qu'elle était juste maladroite. Même mon meilleur ami du coin, Jamie, a remarqué à quel point je m'étais renfermé. Il me lançait un regard inquiet à l'arrêt de bus, me demandant si tout allait bien. Mais que pouvais-je dire? Ma famille s'effondre? Que la femme qui avait promis le monde laissait maintenant un inconnu saper tout ce que nous avions construit. Le véritable chagrin, c'était de constater le changement chez ma mère. La façon dont elle laissait les mots de Rick la meurtrir, la façon dont ses câlins devenaient moins fréquents. Et les nuits où les disputes étaient les plus intenses, je me retrouvais caché dans ma chambre, les écouteurs serrés, priant pour m'échapper. Mais les murs de cette petite maison n'étaient pas assez épais pour me protéger de la douleur. Parfois, ma grand-mère, dont la vie était façonnée par la résilience, venait me voir avec des biscuits faits maison et un conseil sévère. Les familles traversent des tempêtes, mais on s'accroche à ceux qu'on aime, même si c'est difficile. Pourtant, même elle, forte et stable, semblait impuissante face à la fracture grandissante. Avec le recul, je revois une enfance marquée non seulement par l'amour que j'ai désespérément poursuivi, mais aussi par une lente prise de conscience. Toutes les blessures ne sont pas visibles. Certaines se construisent jour après jour, dans les pièces où l'on n'est plus le bienvenu, dans le silence qui s'installe, dans les regards qui se détournent quand on en a le plus besoin. À l'adolescence, j'avais appris à garder des secrets. Je trouvais du réconfort dans les livres, les promenades nocturnes et les rares week-ends avec mon père. Chaque visite était une oasis fugace, un rappel de ce que pouvait être une famille, si seulement je parvenais à réunir les deux moitiés. Mais la maison n'était plus que l'ombre d'elle-même. Et moi aussi. Au fil des années, les ressentiments ont grandi,
chacun approfondissant les fissures qui allaient un jour briser tout ce que je pensais savoir sur ma famille. Et ce n'était là que le début. Le jour où Rick est entré dans nos vies, les graines du ressentiment ont été semées, et tout a basculé. Mais que se passe-t-il lorsque l'amour se transforme en survie et que ceux-en qui en a le plus confiance deviennent des étrangers chez soi? C'est fou comme un inconnu peut bouleverser notre monde. Rick n'a pas fait irruption dans nos vies. Il s'est glissé, sournois et calculateur, d'abord sous le masque d'un petit ami attentionné qui voulait juste aider. J'avais 15 ans quand maman l'a présenté à un barbecue familial. Elle avait l'air différente ce jour-là, pas seulement heureuse, mais presque désespérée que quelqu'un la remarque. Ma tante Linda, toujours aussi perspicace, m'a murmuré « Il a des yeux de vendeur, ma chérie. Fais gaffe. » Je ne comprenais pas ce qu'elle voulait dire à ce moment-là, mais je le comprendrai bientôt. Pendant un bref instant, Rick a parfaitement joué son rôle. Il a apporté des fleurs à maman, a lancé des blagues de papa qui sont tombées à plat, a fait étalage de ses talents de cuisinier. Il a même essayé de créer des liens avec moi, en me forçant à parler de baseball et d'université, en me donnant un trousseau de clés pour une moto que je n'avais jamais vue. Il a prétendu que c'était un geste de confiance. Mais tout le monde sait que la confiance ne s'achète pas avec des cadeaux. N'est-ce pas? Peu de temps après cet après-midi ensoleillé, Rick a emménagé. Et les choses ont changé rapidement. Au début, c'était subtil. Maman a commencé à réorganiser nos meubles, à changer les recettes familiales, à renouveler sa garde-robe. Rick pense qu'on devrait essayer quelque chose de nouveau, disait-elle en s'efforçant de rire, son éclat d'antan s'éteignant. Il a instauré de nouvelles règles à la maison, chaussures enlevées en permanence, tâches ménagères réparties selon un planning strict sur un tableau blanc. Soudain, je me suis fait gronder pour des choses que j'avais toujours faites. Écouter la musique trop fort, laisser la vaisselle dans l'évier 5 minutes, et même appeler mon père trop longtemps dans ma chambre. Les disputes étaient devenues un rituel nocturne. Parfois à cause de mes notes, parfois pour rien du tout. La voix de Rick s'élevait, et quand elle le faisait, maman se recroquevillait, les yeux rivés au sol. Ma petite cousine Zoé, qui venait me voir le week-end, a surpris un jour Rick en train de me grogner dessus à cause de la façon dont j'ouvrais la porte. Elle n'est plus jamais revenue après ça. Je ne peux pas lui en vouloir. Chaque semaine qui passait, la maison ressemblait moins à mon chez-moi, plus au royaume de Rick. Même grand-mère essayait d'intervenir, m'invitant à dormir chez elle et me demandant si tout allait bien. Je la repoussais toujours, mais à vrai dire, je ne me sentais jamais assez en sécurité pour raconter ce qui se passait. Mon vieil ami Jimmy a également remarqué ce changement chez moi. Mes blagues ont disparu à l'école, mes notes ont chuté, et au lieu d'invitation, je voulais juste qu'on me laisse tranquille. Rick fouillait mes affaires, rangeait mes livres, jetait les vieilles photos de mon père dans le couloir. Un jour, j'ai trouvé mon dessin d'enfance préféré déchiré à la poubelle. Quand je lui ai demandé, Rick a simplement haussé les épaules. C'était le bazar, mon garçon. Grandis. Maman a à peine réagi, elle avait juste l'air fatiguée, épuisée par 1000 petites batailles qu'elle savait improbables. Mais ce qui me blessait le plus, c'était maman elle-même. Elle me défendait, même quand j'avais tort. Maintenant, elle jetait un regard nerveux à Rick avant de dire quoi que ce soit, comme pour lui demander la permission. Parfois, je la voyais assise dans sa voiture, dehors, après le travail, juste, respirant, luttant contre les larmes, redoutant ce qui se passait à l'intérieur. J'ai commencé à m'évader dans de petites libertés. Promenade tardive à minuit, longs appels avec papa, ou même simplement rester plus longtemps à l'école pour éviter de rentrer à la maison. Mais peu importe la distance que je parcourais, l'influence de Rick s'étendait au-delà. La trahison ne résidait pas seulement dans la présence de Rick, mais aussi dans la lente disparition de maman, son acceptation silencieuse, sa décision de garder le silence quand j'avais le plus besoin d'elle. J'avais l'impression de pleurer non seulement la maison que j'avais perdue, mais aussi la mère qui avait juré de ne jamais laisser personne me faire de mal. C'est ainsi que le ressentiment s'est discrètement installé. Chaque mot cruel non dit, chaque regard en coin, chaque porte discrètement fermée. À la fin de cette première année avec Rick, je n'étais pas seulement en colère, j'étais vide, marchant dans une maison qui ne se souvenait plus de mon nom. Durant ces mois de solitude, j'ai commencé à réaliser que parfois, survivre signifie abandonner ses vieux rêves et affronter la dure réalité. Tous ceux qu'on aime ne nous soutiendront pas. Et parfois, la seule façon de se maintenir est de s'éloigner de ceux qui nous ont brisés. Mais la rupture était loin d'être terminée. Si je pensais que perdre le sentiment d'être chez moi était douloureux,
Rien ne pouvait me préparer au moment où Rick me priverait du dernier espace qui m'appartenait vraiment, ma chambre. Et c'est là que tout s'est vraiment effondré. Certains moments bouleversent votre vie en un instant. Une porte claquée, une promesse non tenue, la goutte d'eau qui fait déborder le vase et rompt le fil auquel on s'accrochait depuis si longtemps. Pour moi, tout s'est passé discrètement, sans le drame qu'on pourrait imaginer. Tout a commencé le jour où je suis rentré de l'université, valise à la main, prêt à retrouver le peu d'enfance qui me restait. Une chambre, un souvenir, le confort de 4 murs familiers. Sauf qu'en ouvrant la porte, j'ai été accueilli par un parfait inconnu. Là, dans l'espace que j'avais peint enfant, là où je gardais tous mes espoirs et mes rêves secrets, se trouvait un homme que je n'avais jamais rencontré. Le nouveau locataire de Rick. Des valises s'alignaient sur le mur où étaient accrochées mes vieilles affiches. Mes trophées et mes livres avaient disparu, remplacés par des cartons délavés et une légère odeur d'eau de Cologne. C'était comme entrer dans la vie d'un inconnu, comme si j'avais déjà été effacé. Je me souviens d'être resté figé, attendant que ma mère dise que c'était une erreur, qu'elle rie et me promette qu'il y avait une place pour moi, comme toujours. Mais elle fixait le sol, se tordant les mains, sans rien dire. La voix de Rick, froide comme toujours, résonna du salon. « Tu n'habites plus ici, tu te souviens? On avait besoin d'argent. » Aucune excuse, aucune honte, juste ce sourire suffisant, comme s'il avait enfin gagné la guerre qu'il menait contre moi depuis le jour où il avait emménagé. J'avais l'impression que tous mes souvenirs de cette maison venaient d'être cédés pour quelques centaines de dollars de loyer. Pendant un instant, j'ai failli supplier presque. Mais quelque chose s'est durci en moi. Maman, qui m'avait dit un jour que cette maison était notre refuge, ne m'a pas tendu la main, ne m'a pas défendu. Elle m'a laissé sortir ce soir-là, ma valise traînant derrière moi, l'air froid de l'hiver transperçant ma veste, tandis que j'attendais un taxi au bord du trottoir. Le monde me semblait plus petit que jamais. Ce n'était pas seulement la perte d'une chambre, c'était la perte d'un foyer, de la confiance, de la conviction que, quelle que soit la gravité de la situation, ma propre mère se battrait pour moi. J'ai appelé papa ce soir-là, la voix tremblante, ne sachant pas si j'étais plus en colère ou le cœur brisé. Il m'a dit, « Tu es toujours la bienvenue ici. Tu as un foyer tant que je suis là. » J'entendais aussi la tristesse dans sa voix, peut-être la culpabilité d'avoir déménagé, peut-être le regret de m'avoir laissé replonger dans ce chaos. Les vacances sont devenues une nouvelle forme de solitude. Je logeais dans des motels bon marché, préparais des macaronis au fromage en boîte au micro-ondes et regardais les familles passer à travers les fenêtres brouillées par la pluie. À l'école, je disais à mes amis que j'étais tout simplement trop occupé pour rentrer à la maison, pour Thanksgiving. Mon ami Jamie, toujours si fidèle, a essayé de me faire sortir d'ici, mais je me suis replié sur moi-même, honteux du vide qu'était ma famille. J'ai commencé à écrire des lettres à une mère qui ne les lirait jamais, déversant la douleur, la frustration, les mots que je ne pouvais pas dire à voix haute. « Pourquoi ne m'as-tu pas choisi ?» Ne serait-ce qu'une seule fois. Je guettais ces appels sur mon téléphone, mais ils devenaient de moins en moins fréquents. Finalement, ils cessèrent complètement. Avec le temps, j'ai instauré de nouveaux rituels. Des courses dominicales avec papa, des séances d'études nocturnes, et même une thérapie où j'ai finalement admis que ma colère masquait un chagrin que je n'avais pas le courage d'affronter. Chaque petite victoire, chaque pas vers la guérison, me donnait l'impression de sortir d'un puits dans lequel quelqu'un d'autre m'avait poussé. Mais la blessure persistait. Je ne perdais pas seulement une pièce dans une maison, je perdais l'idée même de famille, d'amour inconditionnel. Je prenais un nouveau départ, pour de bon cette fois. Et aussi douloureux que cela ait été, j'ai réalisé que je n'étais pas seulement victime d'une trahison. J'étais une survivante, traçant mon propre chemin, apprenant à ne pas me contenter des miettes d'affection de ceux qui auraient dû me chérir le plus. Pourtant, rien de tout cela n'a facilité les choses lorsque, des années plus tard, mon téléphone a vibré avec un message de ma mère, son nom s'illuminant après presque 10 ans. Les mots étaient brouillés par le désespoir, le regret, une fois de plus, un appel à l'aide. 4 années de silence, guérison, croissance et cicatrices persistantes astérisque. Le silence peut être assourdissant. Après avoir quitté la maison de ma mère pour la dernière fois, c'était comme si quelqu'un avait baissé le son d'une partie de ma vie. Anniversaire, fête et appel silencieux qui ne viendraient jamais. Pendant des années, l'espace entre nous s'est élargi, rempli de non-dits et de blessures laissées ouvertes. Mais dans ce vide, quelque chose d'autre a discrètement pris racine.
le lent et incertain travail de guérison. J'ai emménagé chez mon père. Pour la première fois depuis longtemps, je me suis senti en sécurité. C'était un foyer différent, juste nous deux, dansant maladroitement autour de nos blessures, trouvant un rythme. Papa essayait de combler le silence par des rires faciles et des crêpes le dimanche matin. Il m'entraînait à des cours d'architecture, me présentait à ses amis et me distrayait avec des projets, comme construire une bibliothèque dont je n'avais guère besoin. Il prétendait qu'il s'agissait de menuiserie, mais nous savions tous les deux qu'il s'agissait de construire un endroit où je me sentirais chez moi. Malgré tout, il y avait des nuits où je me réveillais, le cœur battant, la douleur de la trahison revenant en force. À l'université, je restais la plupart du temps seul. Des gens comme Jamie, mon vieil ami fidèle, essayaient de me ramener à la vie, m'invitant à des fêtes, à des dîners tardifs, et même à rencontrer sa nouvelle petite amie. Mais mon traumatisme était comme une ombre, il me suivait partout. Parfois, j'enviais mes camarades de classe avec leurs familles intactes, leurs anecdotes désinvoltes sur leur pays d'origine. La thérapie m'a enfin permis de laisser parler ma douleur. Ce n'était pas facile. Assise dans un bureau chaleureux, face à un inconnu qui me posait des questions difficiles et refusait de me laisser évoquer mon passé. « Pourquoi te sens-tu coupable » demandait mon thérapeute, doucement mais fermement. Et à chaque fois, la même réponse, parce que je l'ai quittée quand elle avait besoin de moi. Parce que je voulais me sauver. Ensemble, nous avons dénoué le nœud de l'amour et du ressentiment, de l'acceptation et de la colère. J'ai appris qu'aller de l'avant ne signifiait pas effacer le passé, mais apprendre à vivre avec les cicatrices. Pourtant, l'absence de ma mère était omniprésente. Les dîners de Thanksgiving étaient des moments tranquilles. Seul papa et moi regardions des rediffusions de matchs de football, faisant comme si le siège vide à la table n'était pas hanté par le souvenir. À Noël, je n'envoyais de cartes à personne. J'observais les familles au parc avec un pincement au cœur, me demandant ce que cela ferait de faire partie d'un tout. Entre-temps, la vie a continué. Je me suis fait de nouveaux amis, Émilie, du groupe d'études, qui a su voir au-delà de mes limites, et Marc, un colocataire qui était devenu comme un frère. Ils ne se sont jamais intéressés à ma famille, mais ont été présents pour moi par de petits gestes, des colis surprises pendant les examens, des blagues personnelles griffonnées sur des post-ITS. Avec eux, j'ai réappris à rire, à croire que tout le monde ne partirait pas. Malgré tout cela, les questions ne se sont jamais estompées. Aurais-je dû faire plus d'efforts? Ai-je bien fait de partir, de me protéger? Certains soirs, je rédigeais des courriels non envoyés à ma mère, me demandant si le pardon pouvait être offert malgré ce gouffre. Mais la douleur était encore trop vive, son silence, trop définitif. De temps en temps, grand-mère m'appelait pour me demander si je voulais venir manger une tarte, sa voix me rapprochant doucement des fragments de mon enfance. Je disais toujours oui, la laissant s'occuper de moi, ces histoires remplissant le vide laissé derrière moi. Et petit à petit, je me suis sentie plus légère. Pas guérie, jamais complètement, mais plus forte. J'ai compris que mon histoire ne se résumait pas à une perte. C'était une question de survie, de reconstruire ma propre estime après une trahison. Chaque cicatrice était la preuve que j'avais enduré. J'avais grandi. Mais même si je retrouvais mes marques, le passé m'attendait toujours dans les coins sombres, se contentant de me murmurer des rappels de tout ce que j'avais perdu, me mettant au défi de lâcher prise pour de bon. Je pensais que les années avaient enfin mis suffisamment de distance entre moi et l'ombre de ma mère. Je pensais avoir tourné la page. Mais la vie a une façon de tester les blessures que vous pensiez guéries. Parce que parfois, juste au moment où vous commencez à respirer facilement, le passé ne frappe pas à la porte, il fait irruption par la porte, désespéré, exigeant et impossible à ignorer. On ne s'attend jamais vraiment à ce que les fantômes nous appellent. Tout a commencé par un léger bourdonnement sur mon téléphone. Un numéro inconnu, tard un soir, a clignoté dans l'obscurité de ma chambre. L'espace d'un instant, je me suis demandé si c'était un mauvais numéro, un télévendeur, ou peut-être Jamie qui faisait une blague. Mais le message est arrivé, c'est ta mère. S'il te plaît, j'ai besoin de ton aide. C'est urgent. Mon esprit s'est figé. Des années s'étaient écoulées en silence, des années passées à ériger un mur, brique par brique, à me convaincre que j'avais tourné la page, que le pardon était surfait, que la fin était un mythe. Mais maintenant, 3 mots d'elle suffisaient à rouvrir toutes mes blessures. Contre toute attente, je les rappelais. Sa voix, le même tremblement dont je me souvenais de mon enfance, était teinté de désespoir et de regret.
Je ne te contacterais pas si je n'étais pas désespéré, a-t-elle plaidé. Rick et moi, on a des ennuis. On doit de l'argent. Si on ne paie pas, on risque la prison. J'ai besoin de toi, juste pour cette fois. Elle ne me demandait pas seulement de l'argent. Non, elle voulait que je mente, que je l'aide à tromper le patron de Rick, que je profite d'une blessure dont j'ignorais même l'existence. Si tu fais semblant d'être malade, peut-être qu'il aura pitié. Peut-être qu'il nous accordera plus de temps. Comme j'hésitais, elle pleurait plus fort, ajoutant de la culpabilité à chaque syllabe. Tu as toujours été mon petit héros. Je sais que tu es grand maintenant, mais je t'en supplie. J'étais assise là, le combiné serré, ressentant à la fois colère, chagrin et amour triste et tordu. Je pensais à papa, à son soutien indéfectible, à ses avertissements selon lesquels il vaut mieux brûler certains ponts. Je pensais à toutes ces vacances solitaires, aux lettres que je n'avais jamais envoyées, aux nuits blanches à me remémorer ce que j'aurais pu faire différemment. Mon instinct me criait « non ». Mais elle était là, ma mère. Mon premier foyer. La femme que, malgré tous ses défauts, j'avais aimée plus que quiconque au monde. L'espace d'un instant, j'ai failli dire oui. C'est la partie que je n'ai racontée à personne. J'ai failli trahir l'homme que j'étais devenu pour la femme qui ne m'avait apporté que de la souffrance. Voilà à quel point ces liens sont profonds. Mais à la dernière seconde, j'ai entendu les mots de ma thérapeute résonner. On ne peut pas sauver quelqu'un qui choisit constamment le feu. Alors j'ai refusé, je suis désolé. Je ne peux pas faire ça. Elle a crié, sangloté, m'a traité d'égoïste, de traître. Le poids de sa déception était écrasant. Je l'ai bloqué cette nuit-là, tremblant à la fois de culpabilité et de soulagement. Mais ce n'était pas fini. Quelques jours plus tard, des messages sont arrivés de mes amis, y compris de mon ancienne institutrice, Madame Carter, qui avait toujours été proche de maman. Elle est dans un état lamentable, disait-il. Elle se sent abandonnée. Papa a appelé, lui aussi râlé. Même Rick, par l'intermédiaire d'une tierce personne, a essayé de me raisonner, me promettant que c'était la dernière fois qu'ils auraient besoin de mon aide. Le pire est arrivé lorsqu'elle m'a envoyé une vidéo, les larmes aux yeux, la voix rauque, m'accusant de tout ce qui avait mal tourné. Après tout ce que j'ai sacrifié, c'est comme ça que tu me remercies. J'ai regardé toute la scène, paralysé par la douleur et la fureur. Mais le traumatisme apporte la clarté. Pour la première fois, j'ai vu sa manipulation pour ce qu'elle était. Un acte désespéré de la part de quelqu'un qui avait toujours fait passer ses besoins avant les miens. La famille que j'avais perdue n'était pas réelle. Elle n'avait jamais existé. Et maintenant, la trahison ultime n'était pas seulement son désespoir. C'était sa volonté de m'utiliser comme un pion, quoi qu'il en coûte. Jamie et Emily ont essayé de me réconforter, en m'offrant de l'espace, en me distrayant, et même en riant. Papa, en entendant tout cela, m'a simplement serré dans ses bras en murmurant « Tu as bien fait. Tu n'as rien à rougir. » Et peu à peu, je l'ai cru. J'ai également réalisé que la clôture ne consiste pas à pardonner, mais à se choisir soi-même, même lorsque cela semble impossible. Mais le passé ne s'efface jamais complètement. Ma mère m'envoyait un dernier message depuis un nouveau numéro, m'insultant et me blâmant. J'ai supprimé le message et laissé le silence s'installer pour de bon. J'aimerais pouvoir dire que je me sentais libre. Mais en réalité, j'éprouvais autre chose, comme sortir dans l'air hivernal, le souffle froid, le cœur battant, l'incertitude du lendemain. Pourtant, il y avait de la paix dans l'honnêteté, dans la finalité. Mon histoire n'était pas terminée. Je tournais juste une page. Et parfois, c'est après la trahison finale que commence la véritable guérison astérisque. Lâcher prise, vraiment lâcher prise, n'a rien à voir avec ce que j'avais imaginé. Ça ne s'accompagne pas d'un grand moment de catharsis. Pas de bande-son, pas de feu d'artifice, pas de révélation. C'est plus calme, plus solitaire, mais étrangement honnête. Après ce dernier message de ma mère, des mots durs, un lourd reproche, je me suis assise près de ma fenêtre, regardant les lumières de la ville scintiller en silence. J'attendais le retour de la colère, la chaleur familière dans ma poitrine, l'envie de réparer l'irréparable. Mais au lieu de cela, je me sentais fatigué, vidé, mais pas brisé. Pendant des semaines, j'ai repensé à chaque souvenir, les nuits où je m'étais accroché à l'espoir, les moments où je m'étais choisi même quand j'avais l'impression de perdre quelque chose, les moments de regret qui, je le pensais, me hantraient à jamais. Parfois, le chagrin et le soulagement étaient si étroitement mêlés que je ne savais plus lequel était lequel.
Émilie appelait cela les douleurs de la croissance. Elle avait elle aussi connu le chaos familial, et ensemble, nous avons ri, pleuré, reconstruit. Marc, mon colocataire, a commencé à m'entraîner à des soirées quiz et à des randonnées. Petit rappel que la vie pouvait encore me surprendre. Papa ne demandait jamais de détails, mais il savait. Les dimanches matins tranquilles, nous prenions un café ensemble. Il me montrait un cardinal dans le jardin ou parlait de son travail, me rappelant gentiment que le monde continue de tourner, même pour les blessés. Si les larmes coulaient, il les laissait couler. Si j'avais besoin de silence, il le remplissait de musique. D'une certaine manière, nous pleurions tous les deux ce que nous avions perdu, mais nous étions fiers de la survie de l'autre. Parfois, je retombais dans mes vieilles habitudes. Je rédigeais des lettres non envoyées à ma mère, je repensais à nos derniers mots, l'amour et la déception mêlés. Mais semaine après semaine, cette envie s'estompait, remplacée par quelque chose de nouveau, l'acceptation. Mes blessures ne disparaîtraient probablement jamais. Mais peut-être n'était-ce pas nécessaire. La thérapie est devenue un espace d'honnêteté, un rituel hebdomadaire où j'ai cessé de faire semblant et commencé à pardonner. Pas exactement à ma mère, pas pour ce qu'elle avait fait, mais à me pardonner d'avoir dû m'éloigner, d'avoir fixé une limite lorsque la loyauté s'est transformée en autodestruction. Grand-mère, toujours ancrée dans la famille, restait, préparant des tartes et racontant des anecdotes familiales, me rappelant que les racines peuvent pousser, même après les tempêtes. Sur sa véranda, je laissais le soleil me caresser, et l'espace d'un instant, je me sentais entière. La plus grande surprise, l'espoir. Il s'est installé lentement, au début, juste la conviction que je pouvais prendre un nouveau départ. Finalement, cela a signifié faire place à de nouvelles personnes, de nouveaux souvenirs et une vie sans vieilles blessures. C'est là que j'ai vraiment commencé à vivre. Quand j'ai commencé à imaginer un avenir rempli de rire, sans écho de vieilles douleurs. Chaque cicatrice raconte une histoire. La mienne sera toujours empreinte de trahison, de regrets et d'incertitude. Mais c'est aussi l'histoire d'un choix personnel, d'une survie et, enfin, d'une guérison. Lâcher prise, ce n'est pas oublier, c'est faire la paix avec le passé pour ne garder que ce dont on a besoin demain. Et si vous avez déjà été au bord du chagrin, vous demandant si vous vous sentirez un jour bien, je vous le promets, un jour, vous le serez. Alors, dites-moi, comment avancez-vous quand tout ce que vous pensiez savoir s'effondre? Avez-vous déjà trouvé la liberté en lâchant prise? Partagez votre histoire dans les commentaires. Quelqu'un, peut-être même vous, a besoin de savoir qu'il n'est pas seul. Et alors que ce chapitre se termine, n'oubliez pas, chaque fin, aussi douloureuse soit-elle, ouvre la voie à un nouveau départ. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage astérisque. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Votre participation à ce voyage est très importante pour moi. Si vous avez trouvé cette histoire pertinente ou stimulante, n'hésitez pas à l'aimer, à la partager et à vous abonner. Cela contribue grandement au développement de la chaîne et attire davantage de personnes susceptibles d'être concernées par ces histoires. J'aimerais également connaître vos réflexions, vos expériences et vos suggestions. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous. Vos retours m'aident à créer du contenu de meilleure qualité et plus pertinent pour nous tous. Merci encore pour votre soutien, et j'ai hâte de vous voir dans la prochaine vidéo.